Si tu es si intelligent, traduis-le. 12 interprètes ont échoué, mais le concierge a pris la parole. 8 langues. Juliet Ashford poussait son chariot de nettoyage dans le couloir en marbre de la Sterling Tower à Manhattan. Son uniforme gris était froissé, ses chaussures en caoutchouc usées, ses mains calleuses agrippaient le manche d'un balai sale lorsqu'elle entendit des cris provenant de la salle de conférence principale au dernier étage. Il était presque minuit, mais les lumières brillaient toujours derrière ces lourdes portes en chêne, et cela signifiait des ennuis. 12 interprètes avaient été licenciés ce soir-là. Aucun d'entre eux n'avait été capable de traduire correctement les documents contractuels qui auraient permis à Steele Holdings de ne pas perdre un contrat de 200 millions de dollars avec le plus puissant investisseur japonais de la côte Pacifique. C'est alors que Steele, l'homme qui dirigeait l'organisation la plus redoutée de toute la côte Est, est entré en scène. Un homme dont le seul nom suffisait à vider une pièce, a frappé du poing sur la table de conférence et a crié au 13e interprète qui venait d'entrer, tremblant. Si vous êtes si intelligent, traduisez correctement ce contrat, car Hayashi est sur le point de partir. Et s'il le fait, je vous promets que vous ne serez pas le seul à disparaître ce soir. Juliet a arrêté de passer la serpillière. À travers la fente de la porte, elle pouvait les voir. Les cadres désespérés dans leurs costumes à 10 000 $ se blottissaient autour de la table. Raymond Cross se frottait les tempes. Diana Kessler griffonnait des notes, la mâchoire serrée. Preston Hale était assis, les bras croisés, avec son rictus permanent sur le visage et sur l'écran géant fixé au mur. Le vieil investisseur japonais Hayashi Kenji était assis, immobile, son expression passant de la patience à quelque chose qui ressemblait beaucoup à un adieu. Elle reconnaissait ce regard. Elle l'avait déjà vu sur le visage des médecins, sur celui des propriétaires, sur celui de toutes les personnes qui l'avaient abandonné. « Xeni Noida » murmura-t-elle sans se rendre compte qu'elle avait parlé à voix haute. Les mots japonais glissèrent de ses lèvres comme un secret qu'elle gardait depuis si longues années. La pièce devint silencieuse et tous les regards se tournèrent vers la porte où Juliette se tenait figée dans son uniforme gris délavé, une serpillière dans une main et un vaporisateur dans l'autre. Sa silhouette mince remplissait à peine l'embrasure de la porte. Ses cheveux noirs étaient cachés sous un bonnet en coton et ses yeux gris-vert perçants, ceux que personne dans cet immeuble n'avait jamais pris la peine de regarder, étaient désormais rivés sur le contrat affiché sur le deuxième écran près de l'entrée. Walkensteele tourna lentement la tête, et pour la première fois en 6 ans, alors qu'il passait devant elle tous les soirs sans la regarder, il la vit réellement. Si vous aimez cette histoire, rendez-moi service et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela signifie plus que vous ne le pensez. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Car ce que Juliet a dit dans cette salle de conférence n'a pas seulement sauvé un contrat de 200 millions de dollars. Cela a tout changé. Et je veux dire tout. Pas encore, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Car ce que Juliet a dit dans cette salle de conférence n'a pas seulement sauvé un contrat de 200 millions de dollars. Cela a tout changé. Et je veux dire tout. Walkensteele n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement regardé vers la porte et a prononcé 2 mots d'une voix si basse qu'elle ressemblait à un couteau tranchant la soie. « Faites-la entrer ». Les 2 gardes du corps en costume noir qui se tenaient de chaque côté de la porte se sont écartés et Juliet Ashford, tenant toujours un balai à franges dans la main gauche et un vaporisateur en verre dans la main droite, a franchi le seuil de la salle de réunion pour la première fois en 6 ans, non pas pour nettoyer le sol. Ses chaussures en caoutchouc usé ont émis un bruit très doux sur le marbre noir, mais dans ce silence, il a résonné comme un battement de tambour. Preston Hale avait été le premier à le rompre. Il se cala dans son fauteuil en cuir, croisa les bras sur sa poitrine, regarda Juliette de haut en bas, puis éclata d'un rire qu'il ne prit pas la peine de dissimuler. « C'est une blague? Une femme de ménage? » Sa voix résonna dans la pièce, et Juliette sentit le poids de chaque mot peser sur ses épaules, mais elle ne baissa pas la tête. Elle avait l'habitude d'être ignorée, mais être méprisée était différent. Et elle avait appris depuis longtemps que les gens ne pouvaient la rabaisser que si elle le leur permettait. Diana Kessler posa son stylo sur la table et se tourna vers Preston avec un regard si froid qu'il cessa de rire. « Laissez-la parler », dit Diana d'une voix calme mais dure comme l'acier. Et à ce moment-là, Juliette se souvint pourquoi. Au cours des 6 dernières années, parmi toutes les personnes présentes dans ce bâtiment, Diana Kessler était la seule à toujours la regarder droit dans les yeux lorsqu'elle lui disait « bonsoir ». Sur l'écran géant, Hayashi Kenji se pencha en avant
ses yeux étroits et perçants, plissés, comme s'il évaluait un tableau rare dans une salle des ventes. Il parla lentement et clairement en japonais. Comprenez-vous le japonais? Juliet appuya le balai contre le mur, posa le vaporisateur sur le sol, puis se dirigea vers la table de conférence où un contrat de plus de 50 pages était ouvert, entre des tasses de café froid et des stylos à billes coûteux. Elle prit les documents et ses doigts queuleux feuilletèrent les pages à une vitesse à laquelle personne dans la pièce ne s'attendait. « Bonjour, Wakarimasu » répondit-elle. Hayashi en japonais, avec une telle précision que Raymond Cross leva la tête de ses mains, avec lesquelles il se frottait les tempes, et la regarda comme si elle était un fantôme. Juliette s'arrêta à la page 17, puis à la page 32, puis à la page 48, et à chaque fois qu'elle s'arrêtait, l'atmosphère dans la pièce devenait plus pesante. « Ici », dit-elle en posant son doigt sur la première clause. La traduction indique que Steel Holdings fournira des matériaux de construction pour 5 projets, mais le texte original japonais de Monsieur Hayashi précise clairement 50 projets. Ce n'est pas une erreur mineure. C'est un écart de plus de 80 millions de dollars. Raymond Cross pâlit. Preston Hale décroisa les bras. Diana Kessler se mit à prendre frénétiquement des notes. Ici. Juliette tourna la page 32. L'interprète a traduit la date limite d'achèvement comme une date limite de début des travaux, ce qui signifie que vous pensez disposer de 18 mois pour commencer la construction, mais en réalité, M. Hayashi vous accorde 18 mois pour tout terminer. Ce sont 2 choses complètement différentes. Et si vous signez cette version, vous serez en violation du contrat dès le premier jour. Raymond Cross se leva d'un bond, comme s'il avait reçu une décharge électrique. « C'est impossible », murmura-t-il. Et là, Juliette passa à la page 48. Sa voix était toujours aussi calme, comme si elle lisait une liste de courses, tandis que la salle de réunion tremblait autour d'elle. La clause d'assurance. La traduction indique que l'assurance ne couvre que les accidents du travail, mais l'original inclut également les dommages environnementaux. Cela signifie que si un incident de pollution se produit sur le site d'Atlantic City, Steel Holdings en supportera l'intégralité des coûts sans plafond. Et compte tenu de l'ampleur de ce projet de casino portuaire, nous parlons d'un montant qui pourrait atteindre 9 chiffres. Un silence s'ensuivit. Pas un silence paisible, mais le silence qui suit l'explosion d'une bombe lorsque tout le monde attend de voir si le bâtiment va s'effondrer. À l'écran, Hayashi Kenji acquiesça lentement et, pour la première fois de la soirée, il esquissa un léger sourire, mais suffisant pour que tout le monde dans la pièce comprenne que la femme tenant le balai avait raison sur chaque mot. Walkenstiel n'avait pas parlé depuis qu'il avait ordonné qu'on la fasse entrer. Il se tenait à la tête de la table, les 2 mains appuyées contre la surface en chaîne noire, ses yeux sombres et insondables ne quittant Juliette pas une seconde. Elle sentait ce regard, lourd comme du plomb, brûlant comme des braises, et elle savait que dans le monde de Walkenstiel, son attention n'était pas une récompense, mais un test. Et ceux qui échouaient avaient rarement une seconde chance. Il prononça une seule phrase. Mais la façon dont il la prononça, lentement, chaque mot délibéré, comme si chacun était une balle chargée dans un chargeur, fit retenir son souffle à toute la salle. « Qui êtes-vous » Juliette ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux vers ses mains, vers ses doigts rugueux à cause des produits chimiques de nettoyage, vers ses jointures craquelées par l'eau froide à 3 heures du matin. Puis elle leva les yeux et croisa le regard de Walkenstiel, l'homme qui venait de lui demander qui elle était d'une voix qui aurait pu faire baisser la tête à toute une ville, et elle comprit que cet instant allait tout changer. Soit elle retournerait pousser son chariot de nettoyage dans les couloirs de marbre, comme si cette nuit n'avait jamais existé, soit elle dirait la vérité et ne pourrait plus jamais redevenir invisible. « C'est moi qui ai écouté », dit Juliette d'une voix douce mais ferme, comme un mince fil d'acier que rien ne pouvait plier. Cela fait 6 ans que je nettoie ces chambres. Pendant 6 ans, je vous ai écouté parler au téléphone, négocier, vous disputer, faire la fête, jurer. J'ai entendu M. Cross appeler la banque à minuit. J'ai entendu Mlle Kessler relire des contrats à voix haute quand elle pensait qu'il n'y avait plus personne. J'ai entendu M. Hale dire du mal de ses collègues dans la salle de pause quand il croyait que seule la machine à café l'écoutait. Preston Hale rougit mais n'osa pas ouvrir la bouche. Diana Kessler a levé les yeux de ses nodes, ses yeux perçants fixés sur Juliette avec quelque chose qui n'était pas de la pitié, mais presque de la reconnaissance. « Mais écoutez n'explique pas votre japonais parfait », a dit Raymond Cross, toujours debout près de la table de conférence, le visage pâle après 3 chocs consécutifs. « Où l'avez-vous appris? Qui étiez-vous avant de venir ici? » Juliette a pris une profonde inspiration. Elle regarda Diana,
la seule femme dans la pièce qu'il avait vue lorsqu'elle y était invisible. Et Diana fit un léger signe de tête, un geste si discret que personne d'autre ne l'aurait remarqué. Mais Juliette le remarqua, et cela lui suffit pour dire ce qu'elle avait enfoui pendant 6 ans sous un uniforme gris et l'odeur du désinfectant. « Je suis diplômée de l'Université Columbia », dit-elle, et la phrase tomba dans la salle de réunion comme une pierre jetée dans une eau calme. Linguistique appliquée. Je parle couramment 8 langues. Japonais, anglais, espagnol, français, italien, allemand, mandarin et russe. Preston Hale ouvrit la bouche et la referma aussitôt, comme un poisson sorti de l'eau. Raymond Cross se rassit très lentement sur sa chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Avant de me tourner vers la linguistique, poursuivit Juliette, sa voix retrouvant un rythme qu'elle croyait perdu depuis longtemps. Le rythme de quelqu'un qui s'était autrefois tenu devant un amphithéâtre de 300 étudiants sans trembler. J'ai étudié pendant 2 ans à la Collier Business School, où je me suis spécialisé en finance. Je n'ai pas terminé le programme, mais j'ai appris suffisamment pour comprendre que les 3 erreurs de traduction que je viens de signaler ne sont pas seulement des erreurs linguistiques. Ce sont des erreurs qui pourraient détruire toute la structure financière de cette transaction. Personne ne parlait. Personne n'osait le faire. Une salle de réunion de plusieurs millions de dollars, avec une table en chêne noire et des lustres en cristal, était envahie par une femme mince vêtue d'un uniforme gris. Et le plus effrayant n'était pas ce qu'elle disait, mais le fait que tous ces hommes et ces femmes, les plus puissants de la côte Est, étaient passés devant elle chaque soir pendant 6 ans sans jamais s'arrêter pour lui poser une simple question. À l'écran, Hayashi Kenji parlait en anglais, d'une voix lente et profonde comme une cloche de temple. « Mademoiselle Ashford, dit-il d'une voix empreinte d'un nouveau respect, je voudrais vous demander de revoir l'intégralité de ce contrat. Je pense qu'il contient beaucoup d'autres erreurs que les 12 personnes avant vous ont négligées ou délibérément ignorées. » Hayashi prononça cette dernière phrase très doucement, mais tout le monde dans la pièce l'entendit, et Juliette comprit que le vieil homme japonais à l'écran n'était pas seulement un investisseur. C'était quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour savoir que l'échec répété de 12 interprètes professionnels n'était pas une coïncidence. Steele restait à la tête de la table, les mains toujours appuyées contre la surface en chêne, et il regardait Juliette d'une manière qu'elle n'avait jamais vue chez personne auparavant. Pas avec le mépris de Preston, ni avec l'empathie de Diana, ni avec le choc de Raymond, mais avec le regard d'un homme qui venait de réaliser que l'arme la plus meurtrière de son immeuble n'était pas enfermée dans un coffre-fort ou cachée derrière son service de sécurité, mais se tenait juste devant lui, chaussée de vieilles chaussures en caoutchouc usées, et il ne savait pas encore si c'était la plus grande chance ou le plus grand danger de sa vie. Au moment où Hayashi finit de parler, Joaquin Steele relâcha sa prise sur la table et se redressa de toute sa hauteur. Et toute la pièce sembla se contracter pendant un instant. Car lorsque cet homme se tenait debout, son ombre couvrait la moitié de la table de conférence, comme un rappel silencieux de qui était le véritable propriétaire de tout ce qui se trouvait dans cet immeuble, y compris l'air lui-même. 12 interprètes, dit-il lentement, sans quitter Juliette des yeux. 12 personnes payaient des milliards de dollars de l'heure et pas une seule n'a traduit correctement. Pensez-vous que ce soit une coïncidence? Juliette ne répondit pas tout de suite. Elle posa le contrat sur la table, puis fouilla dans la poche de son uniforme, un endroit où tout le monde aurait supposé ne trouver qu'un chiffon de nettoyage ou des gants en caoutchouc, et en sortit un vieux téléphone, un téléphone à clapet du genre de ceux que l'on ne voit plus aujourd'hui que dans les prêteurs sur gage. Son écran était rayé dans tous les sens. Un coin du boîtier était fissuré et maintenu par du ruban adhésif transparent. Les 3 premiers n'étaient vraiment pas qualifiés, dit-elle d'une voix étrangement calme, compte tenu de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Le japonais littéraire et le japonais commercial ne sont pas les mêmes, et ce contrat exige les deux. Tous les interprètes ne sont pas capables de gérer cela, en particulier avec la terminologie propre au casino et à la construction portuaire. Mais les 9 autres, dit-elle en marquant une pause et en balayant la table du regard. De Preston Hale, assis raide comme une statue de pierre, à Raymond Cross, agrippé au bord de sa chaise, en passant par Diana Kessler, qui tenait son stylo immobile au-dessus de la page. Les 9 autres l'ont mal traduit parce qu'ils le voulaient. Quoi? Preston Hale se leva d'un bond, le visage blême. Vous accusez des experts engagés avec l'argent de cette entreprise? Je n'accuse personne, dit Juliette, et elle ouvrit son téléphone, appuya sur quelques boutons et s'arrêta sur un fichier audio. La semaine dernière, alors que je nettoyais la salle de repos des employés au 46e étage,
Le 8e interprète était assis sur le canapé et passait un appel. Il ne m'a pas vu parce que j'étais agenouillé derrière le chariot de nettoyage des vitres, et même s'il m'avait vu, il s'en serait moqué, car je ne suis qu'une femme de ménage. Elle appuya sur « Play ». Une voix masculine grésilla dans le petit haut-parleur, déformé, mais indéniablement clair. « Détendez-vous. Je vais encore mal traduire la section sur les assurances. Ils devront nous rappeler plusieurs fois. Chaque retard signifie des frais de consultation plus élevés. Ils sont en train de se noyer. Laissons-les couler lentement. Ensuite, nous les sortirons de l'eau au prix que nous voulons. » Personne dans la pièce n'osait respirer. Raymond Cross relâcha le dossier de sa chaise, les poings serrés si fort que ses jointures blanchirent. Diana Kessler posa son stylo, le visage figé entre le choc et la fureur. « Et ceci, dit Juliette en faisant défiler le deuxième fichier, a été enregistré il y a 2 jours. Une voix différente, celle du 11e interprète. Il appelait quelqu'un depuis le parking souterrain du 2e étage de cet immeuble à 23 heures, juste après avoir été licencié. La deuxième voix se fit entendre, plus grave, plus confiante et plus cruelle. Still Holdings est désespéré. À ce stade, ils paieront tout ce que nous demanderons. Laissons encore quelques erreurs de traduction se produire, et ils accepteront n'importe quel chiffre que nous leur donnerons. Et écoutez, le patron dit que ce soir, un 12e arrivera, l'un des nôtres, alors ne vous inquiétez pas. » Juliette raccrocha le téléphone. Les 2 derniers mots de l'enregistrement, l'un des nôtres, restèrent suspendus dans l'air comme l'odeur de la poudre après une explosion. Preston Hale se laissa retomber très lentement dans son fauteuil, comme quelqu'un qui venait de recevoir un coup dans l'estomac et n'avait pas encore ressenti la douleur. Raymond Cross se tourna vers Joaquin. Sa voix. C'est organisé. Ce ne sont pas des freelances cupides. Quelqu'un les dirige. Nous ne regardions toujours personne d'autre que Julia. Il se tenait là, la légère cicatrice sur le côté gauche de son cou tremblant légèrement. Le seul signe que sous son calme, une tempête se préparait. Et il lui demanda d'une voix si douce qu'elle était plus terrifiante que lorsqu'il criait. « Depuis combien de temps le sais-tu? » « Environ 10 jours, répondit Juliette. « Je voulais être sûr avant de dire quoi que ce soit. »« 10 jours? » répéta Joaquin, chaque mot grinçant entre ses dents serrées. « Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? » Juliette croisa son regard et, pour la 2e fois de la soirée, elle fit quelque chose que très peu de gens sur la côte Est osaient faire. Elle soutint son regard sans cligner des yeux, sans reculer, sans baisser la tête. « Parce que personne ne m'aurait cru, » répondit-elle. Une femme de ménage de nuit armée d'un balai, accusant des interprètes professionnels payés des milliers de dollars de l'heure d'avoir délibérément saboté la plus grosse affaire de l'année pour la plus puissante organisation de la côte Est. Qui, monsieur? Steele? Qui dans cette pièce m'aurait cru? Le silence qui suivit de cette question pesait plus lourd que n'importe quelle réponse, car tout le monde dans la pièce connaissait la vérité. Et cette vérité ne laissait personne disposé à parler. Joaquin prit le téléphone posé sur la table, appuya sur un seul bouton et parla à la personne à l'autre bout du fil d'une voix que Juliette reconnut instantanément. Ce n'était pas la voix du PDG de Steele Holdings, c'était la voix du chef du syndicat de Steele. La voix qui, une fois prononcée, ne signifiait plus rien, n'était plus qu'une simple affaire. Découvrez qui se cache derrière les 12 interprètes. Remontez jusqu'à la source. Je veux des noms dans les 48 heures. Il raccrocha, regarda Juliette une fois de plus, et dans ses yeux sombres et insondables, elle vit quelque chose de nouveau. Pas l'évaluation de tout à l'heure, pas la reconnaissance de quelques minutes auparavant, mais un danger pur et simple, car Joaquin Steele venait de réaliser que quelqu'un attaquait son empire de l'intérieur, et la femme qui se tenait devant lui dans un uniforme gris délavé, la femme qu'il n'avait jamais remarquée en 6 ans, était la seule à avoir vu venir le coup. Dès que Joaquin eut raccroché, Hayashi Kenji prit la parole à l'écran dans un anglais lent et précis, jusqu'à la dernière virgule, comme quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour savoir que chaque mot avait son importance. « Mademoiselle Ashford, je veux que vous traduisiez à nouveau l'intégralité de ce contrat. Pouvez-vous le faire? » « Oui, » répondit Juliette sans une seconde d'hésitation, et la certitude dans sa voix fit que Raymond Cross la regarda pour la 2e fois de la soirée avec la même expression stupéfaite. « Combien de temps vous faut-il? » demanda Hayashi. Juliette jeta un coup d'œil au contrat de 53 pages, qui était toujours posé sur la table. Ses yeux évaluèrent rapidement l'épaisseur des annexes et le nombre de clauses techniques. 3 heures, peut-être moins. Mais je dois vérifier certains termes techniques relatifs à la construction portuaire afin de garantir une précision absolue. Monsieur Hayashi Joaquin dit, pouvez-vous attendre jusqu'au matin? Je peux attendre jusqu'à 3 heures du matin, heure de New York, répondit Hayashi.
Mais j'ai une condition. Je n'accepterai que la traduction préparée par Mademoiselle Ashford. Personne d'autre. D'accord, avons-nous immédiatement répondu, puis nous nous sommes tournés vers Juliette. De quoi avez-vous besoin? C'est alors que Juliette a fait quelque chose que personne dans la pièce n'attendait. Même Dana Kessler, qui commençait à comprendre que cette femme était tout sauf ordinaire, n'avait rien vu venir. Au lieu de le remercier, au lieu de baisser la tête, au lieu de montrer sa gratitude pour l'opportunité qui lui était offerte, Juliette Ashford a posé ses conditions. Tout d'abord, dit-elle d'une voix calme, comme si elle lisait la liste des tâches à accomplir au début de son service, j'ai besoin d'un bureau équipé d'un ordinateur connecté au système interne de Steel. Deuxièmement, j'ai besoin d'accéder à tous les dossiers des projets précédents liés à l'immobilier et au port afin de pouvoir vérifier la terminologie technique. Troisièmement, lorsque j'aurai terminé cette traduction, je souhaite m'entretenir en privé avec M. Steele. Preston Hale laissa échapper un son à mi-chemin entre un rire et un bâillonnement. Le concierge pose des conditions au patron, dit-il, mais sa voix ne trahissait plus le mépris qu'il avait manifesté auparavant. Elle était désormais plus faible, plus fragile, comme celle de quelqu'un qui tente de garder l'équilibre sur un navire en train de chavirer sans admettre que le pont glisse déjà sous ses pieds. Joaquin ne regarda pas Preston. Il regarda uniquement Juliette, et après 3 secondes de silence pendant lesquelles toute la pièce en oublia de respirer, il prononça un seul mot. « D'accord. » Diana se leva immédiatement. « Juliette, vous pouvez utiliser mon bureau. Je vais t'y accompagner et te montrer comment te connecter au système. Ce ne sera pas nécessaire, dit Juliette. Et cette réponse fit s'arrêter Diana en plein élan. Je sais déjà comment utiliser le système. Je vous ai regardé vous connecter, rechercher des fichiers et ouvrir des documents tous les soirs pendant 6 ans, pendant que je nettoyais vos claviers et vos écrans. Diana la regarda longuement, puis acquiesça lentement, et quelque chose de très rare traversa le visage de la conseillère juridique la plus perspicace de Steel Holding. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais cela s'en rapprochait. Les 2 femmes quittèrent la salle de réunion ensemble, l'une vêtue d'un tailleur gris foncé parfaitement ajusté, l'autre d'un uniforme de femme de ménage défraîchi. Pourtant, leurs pas dans le couloir en marbre, peu avant 1 heure du matin, ne semblaient pas différents. 3 heures plus tard, peu avant 4 heures du matin, Juliette revint dans la salle de réunion avec une pile de papier dans les mains. Elle avait les yeux rougis par le manque de sommeil, mais le dos droit. Et lorsqu'elle posa la nouvelle traduction sur la table en chêne noir, ses mains ne tremblaient pas. Hayashi Kenji était réapparu à l'écran, cette fois-ci accompagné de 2 assistants, assis de part et d'autre, tous 3 portant des lunettes de lecture et tenant chacun une copie imprimée du contrat japonais original. Pendant les 20 minutes qui suivirent, les 3 Japonais lurent, comparèrent et discutèrent en japonais rapide, soulignant chaque ligne, chaque clause, chaque chiffre. Juliette était assise tranquillement à l'angle de la table, comprenant chaque mot qu'il prononçait, mais sans les interrompre, car elle savait que le silence au bon moment avait plus de pouvoir que n'importe quelle explication. Finalement, Hayashi a levé les yeux, a retiré ses lunettes et a souri pour la 2e fois de la soirée. Mais cette fois, son sourire était plus large et plus chaleureux, transformant son visage sévère en celui d'un grand-père regardant un petit enfant qui venait de le rendre fier. « Parfait », a-t-il dit en anglais. « Pas une seule erreur. C'est exactement ce que nous voulions dire, Mademoiselle Ashford. Votre traduction n'est pas seulement correcte, elle est meilleure que l'original produit par notre équipe juridique. » Un soupir collectif balaya la salle de réunion comme l'air marin s'engouffrant par une fenêtre ouverte. Raymond Cross se pencha en arrière, ferma les yeux et se prit la tête entre les mains comme un homme qui venait de survivre à un accident de voiture. Preston Hale resta immobile, les yeux fixés sur la table, et Juliette ne savait pas ce qu'il pensait. Mais au moins, il avait cessé de rire. Nous nous levâmes tous. « Alors, marché conclu? »« Marché conclu. » Hayashi confirma d'un signe de tête. Puis il marqua une pause, et le mot « mess » sortit de sa bouche aussi léger qu'une feuille, mais aussi lourd qu'un marteau. Le cœur de tous les occupants de la pièce manqua un battement. « J'ai une condition, » dit Hayashi. « À partir de maintenant, toutes les communications entre mon entreprise et Steel Holdings devront passer par Mademoiselle Ashford. Tous les documents, tous les appels, toutes les réunions. Elle est la seule en qui j'ai confiance. » Il regarda Juliette à travers l'écran, avec les yeux perçants d'un homme qui avait été témoin de suffisamment de tromperies pour reconnaître la vérité lorsqu'elle se trouvait devant lui, même lorsque cette vérité portait un uniforme de concierge et des chaussures en caoutchouc. Ce projet vaut 200 millions de dollars. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable.
Et ce soir, la seule personne fiable dans cette pièce est celle que personne n'a pris la peine de voir pendant 6 ans. Nous nous sommes tournés vers Juliette, ses yeux posaient la question sans qu'il n'ouvre la bouche. Juliette le regarda en retour, et à ce moment-là, sous les lumières de la salle de réunion, peu avant 4 heures du matin, au milieu de l'odeur du café froid, du papier et de la légère trace de produits nettoyants pour sol qui imprégnaient encore son uniforme, elle comprit que la porte s'était ouverte et qu'elle ne pouvait plus prétendre être invisible. Après que Hayashi eut raccroché et que l'écran soit devenu noir, après que Raymond Cross eut tranquillement rassemblé les papiers avec des mains qui tremblaient encore légèrement, après que Diana Kessler eut serré une fois l'épaule de Juliette et soit sortie, après que Preston Hale eut quitté la salle de réunion sans dire un mot à personne. Walkensteele se leva, boutonna sa veste de costume comme s'il venait de terminer une bataille plutôt qu'une réunion, et s'adressa à Juliette d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendu utiliser avec qui que ce soit au cours des 6 dernières années. Ce n'était pas une voix autoritaire, ni menaçante, mais celle d'un homme qui invitait plutôt que convoquait. Il lui dit qu'elle avait demandé à avoir une conversation privée et lui demanda de le suivre. Il la conduisit à travers le couloir du dernier étage, passa les portes en verre par balle et entra dans une zone que Juliette n'avait jamais été autorisée à nettoyer pendant 6 ans, car Wacken avait sa propre équipe d'entretien privé, puis dans son bureau personnel. La pièce était 3 fois plus grande que le studio qu'elle louait dans le Queens, avec des murs lambrissés de noyer foncé, un bureau en acajou placé devant une baie vitrée donnant sur les toits de Manhattan, juste avant 5 heures du matin, la ville brillante encore en contrebas, comme un tapis tissé de lumière, et dans un coin, une étagère en verre contenant non pas des livres, mais des boîtes de documents verrouillées, chacune marquée d'un symbole que Juliette eut la sagesse de ne pas demander. Il lui dit de s'asseoir et lui indiqua le fauteuil en cuir noir devant le bureau. Juliette s'assit, toujours vêtue de son uniforme gris, les mains encore imprégnées de l'odeur du désinfectant. Elle se rendit compte qu'elle avait oublié de retirer le chiffon de nettoyage glissé dans sa poche arrière, dont le coin dépassait comme un rappel silencieux de ce qu'elle avait été pendant 6 ans et de ce qu'elle était encore à cet instant précis. Wacken ne s'assit pas derrière son bureau. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, sans bureau entre eux. Cette distance, plus proche que toutes les conversations qu'elle l'avait vu avoir avec qui que ce soit, lui fit comprendre que cet homme ne voulait pas seulement des réponses. Il voulait voir la vérité sur son visage pendant qu'elle parlait. Il lui demanda un seul mot. Pourquoi? Et elle comprit que ce mot contenait tout. Pourquoi quelqu'un qui avait obtenu un diplôme à Columbia, qui parlait couramment 8 langues, qui avait étudié la finance, avait choisi de pousser un chariot de nettoyage à minuit dans l'immeuble d'un parrain de la mafia pendant 6 longues années? Juliette baissa les yeux vers ses mains, et cette fois, elle ne releva pas immédiatement la tête, car l'histoire qu'elle s'apprêtait à raconter était celle qu'elle avait gardée enfouie en elle comme une blessure qui ne cicatrisait jamais, et la toucher lui faisait toujours aussi mal que la première fois. Elle dit que c'était son petit frère. Il s'appelait Théo, et quand il avait 15 ans, les médecins avaient découvert une tumeur dans son cerveau. Elle fit une pause, déglutit, puis continua. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 21 ans, et elle était la seule tutrice légale de Théo. Sa sœur, son père, sa mère, tout ce qu'il avait. Nous lui avons demandé s'il avait subi une opération chirurgicale, et elle a remarqué que sa voix avait changé. Elle n'était plus aiguë ni menaçante, mais plus plate et vide, comme la voix de quelqu'un qui réprime ses émotions pour écouter attentivement. Elle a dit qu'il s'agissait d'une opération expérimentale, la seule option qui pouvait le sauver, non couverte par l'assurance, près de 400 000 $ sur 3 ans. Elle a prononcé ce chiffre d'une voix neutre, comme si elle lisait une facture. Mais Wacken comprit que derrière ce chiffre se cachaient 3 années d'une femme d'une vingtaine d'années, ne dormant pas plus de 4 heures par jour, vendant le petit appartement que ses parents lui avaient laissé, vendant la voiture, empruntant à la banque, empruntant à des amis, empruntant même à des usuriers et à des reines qu'elle n'aurait jamais dû fréquenter, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien à vendre, plus personne à qui emprunter. Et la seule chose qui lui restait, c'était ses mains et les heures entre 23 heures et 7 heures du matin que personne d'autre ne voulait. Elle a dit que les ressources humaines l'avaient embauchée pour le quart de nuit. Elle travaillait de 23 heures à 7 heures du matin, dormait 2 heures, emmenait Théo à l'hôpital, s'asseyait à côté de son lit pendant la chimiothérapie, rentrait chez elle, dormait encore 2 heures, allait le chercher, faisait ses devoirs avec lui,
préparait le dîner, le regardait dormir, puis retournait au travail. Elle racontait cela sans pleurer, et c'est ce qui rendait son histoire plus douloureuse que n'importe quelle larme, car cela montrait qu'elle s'était raconté cette histoire tellement de fois que ses larmes s'étaient taries, et que seule la vérité nue restait, comme un os. Joaquin demanda comment allait Théo maintenant, et Juliette réalisa que c'était la première question qu'il posait non pas pour évaluer ou analyser, mais parce qu'il voulait vraiment savoir. Son visage s'illumina et le sourire qui apparut sur ses lèvres gercées était le premier sourire que Wayne Steele avait jamais vu sur son visage, et il la transforma complètement, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce qu'il avait toujours cru obscure. Elle dit qu'il était enfin guéri et qu'il était un élève doué qui avait sauté 2 classes. Il était maintenant en dernière année d'un programme médical accéléré à l'Université de New York et voulait devenir oncologue pédiatrique pour aider les enfants qui avaient vécu la même chose que lui. Joaquin dit qu'elle était fière de lui, sans poser de questions. Elle répondit que cela avait valu la peine, chaque jour, chaque paire de chaussures usées, chaque nuit blanche, chaque callosité sur ses mains. Joaquin resta silencieux pendant un long moment. Puis il posa la question que Juliette redoutait le plus. Théo savait-il qu'elle était concierge, qu'elle avait tout fait pour lui? Elle répondit que non, sa voix se durcissant comme du béton, qu'il pensait qu'elle occupait un poste administratif et qu'il ne le saurait jamais si elle pouvait l'éviter. Joaquin ne dit rien de plus. Il regarda par la vitre alors que Manhattan passait de la nuit au matin. L'horizon se teintait d'orange pâle à l'est et sa main se déplaça inconsciemment vers la poche gauche de sa veste où il portait une vieille montre de poche en argent qu'il ne montrait jamais à personne. Juliette ne savait pas à qui elle avait appartenu. Elle ne savait pas qu'elle avait autrefois appartenu à une femme nommée Margaret, qui jouait du Chopin au piano dans un petit appartement de Brooklyn avant que la vie ne la pousse dans le monde souterrain et ne la laisse jamais revenir. Mais elle vit que les doigts de Joaquin Steele, les doigts qui avaient signé des ordres faisant trembler toute la côte Est, caressaient cette montre avec une tendresse qu'elle ne lui aurait jamais imaginée. Et à ce moment-là, dans le bureau sombre où l'aube se glissait sur le sol, elle aperçut quelqu'un d'autre sous Joaquin Steele. Pas le patron, pas le directeur général, mais un fils qui regrettait toujours sa mère. L'aube avait grimpé à mi-hauteur de la vitre lorsque nous retirâmes sa main de la montre de poche, se redressa sur sa chaise et son visage passa de ce rare moment de douceur à sa dureté habituelle si rapidement que Juliette se demanda si elle avait imaginé tout cela. Mais elle ne l'avait pas imaginé. Elle l'avait vu. Et une fois que quelque chose avait été vu, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. La proposition de Hayashi est réelle, dit Joaquin, sa voix retrouvant le ton mesuré d'un homme qui dirige un empire. Il veut que vous soyez le seul point de contact entre les deux parties. Le projet de casino du port d'Atlantic City durera au moins 3 ans, peut-être 5. Vous travaillerez directement sous mes ordres en tant que spécialiste des relations publiques, avec une rémunération à la hauteur de ce que vous prouverez ce soir. Il cita un chiffre. Juliette l'entendit, mais il lui fallut quelques secondes pour le comprendre, car ce montant était supérieur au revenu total de 6 années de nettoyage de nuit, et elle faillit rire de l'absurdité de la situation, du fait que les mêmes mains, le même esprit, la même personne valait 14 $ de l'heure dans un uniforme gris et 100 fois plus dans une salle de réunion. Avant de répondre, dit Juliette, et elle vit le sourcil de Joaquin se lever d'1 millimètre, car il n'avait pas l'habitude de faire une offre qui n'était pas acceptée immédiatement. J'ai des conditions. Encore des conditions, dit Joaquin, mais son ton n'était pas irrité. Il était presque amusé. Comme un joueur d'échecs réagit lorsqu'un adversaire fait un coup qu'il n'avait pas prévu. Premièrement, dit Juliette, je veux continuer à faire le ménage quelques heures par semaine. Nous la regardâmes comme si elle avait dit qu'elle voulait être payée en bonbons. On vient de vous offrir un poste pour lequel il faut un diplôme de Harvard, et vous voulez continuer à nettoyer les sols parce que c'est là que les gens désignent la vérité, a répondu Juliette. Personne ne surveille ses paroles devant un concierge, Monsieur Steele. Personne ne cache de secret à quelqu'un qu'il croit inexistant. Depuis 6 ans, j'en sais plus sur cet immeuble que n'importe quelle caméra de sécurité. Et si vous voulez que je sois vraiment utile, laissez-moi garder mes oreilles là où les gens baissent leur garde. Wayne resta silencieux, et Juliette comprit qu'il ne s'agissait pas d'une objection, mais d'une réflexion. Et quand Steele réfléchissait, cela signifiait qu'elle avait dit quelque chose qu'il trouvait précieux. Et la deuxième condition, poursuivit-elle, est bien plus importante. Continuez. Je ne suis pas la seule, dit Juliette, et sa voix changea. Ce n'était plus la voix de quelqu'un qui négociait pour elle-même, mais celle de quelqu'un qui parlait au nom de ceux qui n'avaient pas de voix.
Dans ce bâtiment, en ce moment même, il y a au moins 15 personnes qui font un travail qui ne reflète pas leur véritable capacité et personne n'a pris la peine de demander pourquoi. Par exemple, dit Joaquin en plissant les yeux, Mabel, la cuisinière au sous-sol, la femme que M. Hale appelle la vieille sorcière de la cuisine, dit Juliette, et sa voix se fit plus aiguë sur cette phrase. Elle était autrefois chef cuisinière au Walden, un restaurant étoilé au guide Michelin à Brooklyn. Elle est partie parce que son ex-mari était violent. Elle devait disparaître. Elle avait besoin d'un endroit où il ne pourrait pas la trouver. Elle a donc accepté un emploi de nuit dans cette cuisine, et personne ne lui a demandé qui elle était auparavant. Aken ne dit rien. Juliette continua. Franklin, au service logistique, 63 ans. L'homme que vous appelez le vieux de l'entrepôt. Il a été chef comptable pendant 20 ans dans une société financière du centre-ville avant d'être licencié, et personne ne l'a réembauché parce qu'il se disait qu'il était trop vieux, même s'il sait lire un bilan plus vite que n'importe qui au 47e étage. Et Nena, dit-elle, la réceptionniste de nuit dont la plupart des gens ici ne connaissent même pas le nom. Elle est diplômée en architecture du Pratt Institute, mais lorsque son mari a eu un accident vasculaire cérébral il y a 2 ans, elle a eu besoin d'un emploi avec des horaires flexibles afin de pouvoir travailler et s'occuper de lui. Et le poste de réceptionniste de nuit ici était le seul qu'elle ait pu trouver. La salle est devenue silencieuse. La lumière du matin se répandait maintenant au centre de l'étage, divisant le bureau en 2 moitiés, l'une sombre et l'autre lumineuse. Et Juliette était assise exactement sur cette ligne, comme si elle avait vécu toute sa vie à la frontière entre le visible et l'invisible. « Je veux un programme, dit-elle. Pas de la charité, pas d'aumône, mais de la découverte. Trouvez les personnes dans ce bâtiment dont les capacités sont gaspillées. Donnez-leur une chance de faire leurs preuves. Laissez-les participer aux décisions au lieu de se contenter de nettoyer les conséquences de ces décisions. Nous nous sommes levés, avons marché jusqu'à la baie vitrée et avons regardé Manhattan s'éveiller en contrebas. Des millions de personnes commençaient une nouvelle journée et il resta là assez longtemps pour que Juliette pense qu'il allait refuser. Puis il se retourna. « Vous venez de me sauver un contrat de 200 millions de dollars, dit-il lentement, mot après mot. Vous avez découvert un complot de sabotage que tout mon appareil de sécurité avait manqué. Vous avez traduit un contrat que 12 experts n'avaient pas réussi à traiter. Et quand je vous demande ce que vous voulez, au lieu de demander de l'argent, des titres, quoi que ce soit pour vous-même, vous demandez un cuisinier, un ancien commis à la logistique et une réceptionniste de nuit. » Il fit une pause, la regarda, et dans ses yeux sombres et insondables, Juliette vit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais qui lui coupa le souffle. Pourquoi? Juliette se leva et, pour la première fois depuis le début de la conversation, elle sourit. Pas le sourire radieux qu'elle avait affiché en parlant de Théo, mais le sourire tranquille de quelqu'un qui avait traversé suffisamment d'épreuves pour savoir ce dont elle avait besoin et ce dont elle n'avait pas besoin. Parce que mon frère est vivant, Monsieur Steele. Il est en bonne santé. Il est sur le point de devenir médecin. Il a un avenir. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais les personnes dont je viens de vous parler, elles attendent toujours. 3 jours après cette nuit-là, Juliette quitta la Sterling Tower à 4 heures du matin, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, elle ne sortait pas d'une garde de nettoyage. Elle venait de terminer sa première session de travail en tant que spécialiste des relations spéciales. Assise dans le nouveau bureau que Diana lui avait aménagé au 45e étage, elle relisait une dernière fois l'annexe du contrat Hayashi avant de l'envoyer à Tokyo. Elle était tellement épuisée que ses yeux gris-verts voyaient tout à travers un fin voile de brume. Elle se dirigea vers la station de métro de Fulton Street, comme tous les soirs, 3 lignes de train pour retourner dans le Queens, environ 45 minutes s'il n'y avait pas de retard. Mais lorsqu'elle prit le raccourci entre la 42e avenue et Morrison Street, qu'elle empruntait toujours car il lui faisait gagner 5 minutes, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. 2 hommes se tenaient au bout de la ruelle, le dos contre le mur de briques, les mains enfoncées dans les poches de leur veste, et leur posture lui indiqua immédiatement qu'il ne s'agissait pas de sans-abri à la recherche d'un endroit où dormir. Ils attendaient, et ils l'attendaient. Juliette s'arrêta. Son instinct lui disait de faire demi-tour, mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un 3e homme se tenait déjà à l'entrée derrière elle, lui bloquant le passage. 6 années passées à rentrer chez elle à minuit dans les rues sombres de Manhattan et du Queens lui avaient appris à analyser les situations, et celle-ci lui disait qu'elle ne pourrait pas s'échapper. L'homme le plus grand s'avança, le visage caché sous une casquette de baseball rabattue sur les yeux.
Il ne dit rien. Il se contenta de lui tendre une enveloppe brune. Juliette la prit, la main ferme, et se demanda si c'était parce qu'elle était courageuse ou parce qu'elle était trop habituée à se retrouver acculée sans que personne ne vienne à son secours. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 photos. La première montrait Theo sortant de l'hôpital de l'Université de New York où il effectuait son internat, un sac à dos sur l'épaule, des écouteurs sur les oreilles, le sourire aux lèvres, inconscient que quelqu'un se tenait de l'autre côté de la rue, un téléobjectif braqué sur lui. La deuxième montrait Theo assis dans un café au coin de Bleecker Street, la tête penchée sur un livre, un café au lait devant lui, et le reflet du photographe clairement visible dans la vitre derrière son épaule. La troisième était celle qui donnait à Juliette l'impression que l'air avait été arraché de ses poumons. Une photo de la porte d'entrée de son studio dans le Queens, avec des mots écrits à la main à l'encre rouge au dos, indiquant que le contrat Hayashi ne devait pas être signé, que les yeux de son frère ressemblaient beaucoup aux siens et qu'il serait dommage que ses yeux ne s'ouvrent plus jamais. L'homme le plus grand retira sa main de sa veste et Juliette aperçut le reflet métallique à sa ceinture, non pas un couteau, mais un pistolet glissé dans l'arrière de son pantalon, juste assez visible pour qu'elle le remarque, juste assez pour qu'elle comprenne qu'il ne s'agissait pas d'une menace en l'air. Il dit que ce n'était qu'un message, d'une voix basse et calme, la voix de quelqu'un qui avait déjà fait cela plusieurs fois et qu'elle était intelligente et savait quoi faire. Puis tous les 3 disparurent dans l'obscurité aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant Juliette seule dans la ruelle, les 3 photos dans les mains, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir lui briser les côtes. Mais elle ne courut pas chez elle et n'appela pas la police, car 6 années passées dans l'ombre du syndicat de l'acier lui avaient appris que la police ne résolvait pas ce genre de problème. Elle fit demi-tour vers la Sterling Tower. 20 minutes plus tard, elle se tenait devant la porte du bureau de Walken Steel, peu avant 5 heures du matin, sans frapper, mais en la poussant pour l'ouvrir. Et elle ne fut pas surprise de le trouver encore là, assis dans l'obscurité, la seule lumière de la pièce provenant des lampadaires de Manhattan Street, filtrant à travers la vitre et la lueur ambrée d'un verre de whisky posé sur le bureau. Comme Juliette savait que Walken Steel ne dormait jamais avant 6 heures du matin, elle avait nettoyé cette zone suffisamment longtemps pour savoir qu'elle ne parlait pas. Elle se contenta de marcher jusqu'au bureau et de poser les 3 photos sur la surface en acajou. Nous les avons regardées. La première, la deuxième, la troisième. Elle vit sa main se crisper autour du verre de whisky, ses jointures blanchir. Puis il posa le verre très lentement, si lentement qu'elle sut que s'il perdait le contrôle, il se briserait dans sa main. Il décrocha le téléphone, composa un seul numéro et prononça 4 mots d'une voix que Juliette n'avait jamais entendue auparavant. Ni froide, ni en colère, mais quelque chose de plus profond et de plus sombre que les 2 réunis. La voix d'un homme traçant une ligne que personne ne pouvait franchir sans revenir, dit-il pour protéger le garçon. Il raccrocha, regarda Juliette et dit d'une voix calme que ses yeux ne correspondaient pas parce qu'ils brûlaient, que dans 1 heure, son frère bénéficierait d'une protection 24 heures sur 24 dont il ne soupçonnerait jamais l'existence. Que personne ne le toucherait, personne. Juliette resta là à le regarder et elle vit quelque chose. 6 ans passés à nettoyer cet immeuble ne lui avaient jamais révélé cela. La colère de l'acier Walken. Pas la fureur froide lorsqu'un accord échouait. Pas la colère maîtrisée lorsqu'un employé commettait une erreur, mais une rage primitive et brûlante qui s'enflammait dans ses yeux sombres parce que quelqu'un avait osé menacer quelque chose qu'il avait décidé de protéger pour des raisons que ni lui ni elle ne comprenaient encore. Il a dit que la famille Caruso de Chicago voulait le contrat du casino d'Atlantic City, qu'ils avaient infiltré des gens dans l'équipe d'interprètes pour saboter le contrat Hayashi. Et quand elle avait déjoué leur plan cette nuit-là, elle était devenue une cible. Il se retourna vers elle, l'aube naissante derrière lui, comme d'un contour lumineux autour de sa silhouette sombre, le faisant ressembler à une figure découpée dans la lumière ou dans l'ombre, selon l'endroit où elle se tenait. Il lui a dit que ce n'était plus une affaire commerciale. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Pas Mademoiselle Ashford, ni une formule de politesse, mais Juliette. Et la façon dont cela sonnait dans sa voix grave n'avait rien à voir avec la façon dont les autres le prononçaient. Il a dit que c'était la guerre. 1 semaine s'est écoulée et la Sterling Tower se dressait toujours, solide, au milieu de Manhattan, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de ses murs de marbre et de ses vitres par balles, tout avait changé.
Juliet Ashford avait désormais son propre bureau au 45e étage, une petite pièce au bout du couloir qui servait autrefois de salle d'archives et que Diana Kessler avait vidée en un après-midi. Lorsque Juliet y entra pour la première fois, elle resta longtemps debout à regarder le bureau, la chaise pivotante, l'ordinateur à écran large et la petite plaque à l'extérieur de la porte gravée de son nom et en laiton. Puis elle baissa les yeux vers ses mains, les callosités toujours présentes, la peau toujours craquelée au milieu des jointures, et elle pensa à quel point il était étrange que ces mêmes mains puissent essorer un chiffon à 3 heures du matin et signer des emails destinés au plus grand conglomérat d'investissement du Japon à 3 heures de l'après-midi. Le programme de découverte de talent a commencé discrètement, sans annonce ni fanfare, exactement comme Juliet le souhaitait. Elle a rencontré chaque personne individuellement. D'abord Mabel, puis Franklin, puis Na, puis 8 autres personnes qu'elle avait discrètement remarquées au cours de ses 6 années de ménage, et chaque conversation eut lieu dans la salle de pause des employés au sous-sol, autour d'une tasse de café du distributeur automatique, un endroit où aucun cadre supérieur ne mettait jamais les pieds. Mabel pleura lorsque Juliet lui demanda si elle voulait recommencer à cuisiner. Franklin resta longtemps silencieux lorsqu'on lui demanda s'il pouvait jeter un œil au système logistique, juste une fois. Et Na, la réceptionniste de nuit, n'a dit qu'une seule phrase, qu'elle pensait que personne ne savait qu'elle avait été architecte. Preston Hale n'a rien dit publiquement. Il assistait toujours aux réunions, s'asseyait toujours à sa vieille place, portait toujours son costume 3 pièces gris. Mais Juliette sentait son malaise comme on sent la vieille fumée de cigarette qui s'accroche au rideau, invisible mais indéniablement présente. Il ne la regardait jamais directement pendant les réunions, s'adressant toujours à Diana ou à Raymond lorsqu'il avait besoin de faire référence à son travail, comme si en refusant de reconnaître sa présence, il pouvait la rendre à nouveau invisible. Mais Juliet avait l'habitude d'être ignorée. Ces 6 années avaient été une longue formation, et elle savait que Preston n'était pas dangereux. C'était juste un homme approchant la soixantaine, observant le monde, qui voyait lentement disparaître sous ses pieds sans savoir comment s'adapter. Ce soir-là, vers 23 heures, Juliet était toujours assise dans son nouveau bureau, relisant l'annexe technique sur la conception des ports que Hayashi lui avait envoyé dans l'après-midi. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit était clair, car 6 années de travail de nuit avaient entraîné son corps à fonctionner pendant que le reste du monde dormait. Elle n'entendait pas les pas. Joaquin Steele se déplaçait plus silencieusement que tous les hommes de sa taille qu'elle avait connus. Et lorsqu'elle leva les yeux, il se tenait déjà dans l'embrasure de la porte, tenant 2 gobelets en papier remplis de café provenant de la machine située au bout du couloir. Entendait pas de pas. Joaquin Steele se déplaçait plus silencieusement que tous les hommes de sa taille qu'elle avait connus. Lorsqu'elle leva les yeux, il se tenait déjà dans l'embrasure de la porte, tenant 2 gobelets en papier remplis de café provenant de la machine située au bout du couloir. Juliette savait qu'il n'avait jamais servi de café à personne d'autre dans ce bâtiment. Il ne dit rien. Il posa une tasse devant elle, garda l'autre pour lui, puis s'assit sur la chaise en face de son bureau, ouvrit un dossier qu'il avait apporté et se mit à lire. Juliette le regarda pendant 1 seconde, puis se replongea dans ses propres documents, et ils restèrent ainsi assis face à face dans la petite pièce au bout du couloir du 45e étage, lisant, prenant des notes, buvant de temps en temps leur café sans dire un mot, et le silence n'était ni pesant ni tendu. C'était le genre de silence qui règne entre 2 personnes qui n'ont pas besoin de mots pour sentir la présence l'une de l'autre. Et Juliette réalisa que c'était la première fois en 6 ans qu'elle n'était pas seule à minuit dans cet immeuble. Vers 1 heure du matin, Joaquin ferma son dossier, se leva et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, lui tournant le dos, une main posée sur le cadre de la porte, et parla sans se retourner. Il dit qu'elle n'avait pas peur de lui. Ce n'était pas une question, mais ce n'était pas tout à fait une affirmation non plus. C'était quelque part entre les deux, là où la curiosité rencontrait la confusion, car Joaquin Steele avait vécu toute sa vie dans un monde où tout le monde le craignait, et il ne savait pas comment réagir face à quelqu'un qui ne le craignait pas. Juliette leva les yeux des papiers, regarda le large dos vêtu d'un costume noir, la légère cicatrice sur le côté gauche de son cou, à peine visible au-dessus du col, et elle répondit d'une voix si calme qu'elle en était presque indifférente. Mais ce n'était pas le cas. C'était la voix de quelqu'un que la vie avait battu jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à craindre. Elle raconta qu'elle avait passé 3 ans assise au chevet d'un lit d'hôpital, regardant son frère lutter chaque jour contre la mort. Elle avait marché jusqu'à chez elle à 4 heures du matin dans les rues. Même les taxis ne voulaient pas rouler. Elle avait mangé un seul repas par jour pendant 6 mois pour pouvoir payer les frais médicaux
et elle avait survécu à des choses bien plus effrayantes que lui. Monsieur Steelwacken resta à la porte, le dos toujours tourné, mais Juliette vit ses épaules s'affaisser légèrement. Pas beaucoup, juste 1 millimètre, comme un mur de béton qui se fissure légèrement et qu'il faut regarder de très près pour le voir. Mais elle l'a vu parce que 6 années passées à être invisible l'avaient transformée en l'observatrice la plus attentive du bâtiment. Puis il a tourné la tête d'un tout petit peu, assez pour qu'elle puisse voir un côté de son visage dans la lumière du couloir. Et sur ses lèvres, habituellement droites comme une ligne tracée au crayon, apparut quelque chose que Juliette n'avait jamais vu en 6 ans. Un sourire si petit qu'il en était presque inexistant, si fugace qu'elle l'aurait manqué si elle avait cligné des yeux. Mais elle ne cligna pas des yeux et elle le vit. La première fissure dans l'armure de Walkensteel, et elle savait que cette fissure, aussi petite soit-elle, ne se refermerait jamais. 2 semaines après ce sourire, par un après-midi de pluie battante qui donnait l'impression que Manhattan était submergé derrière une vitre embuée, Diana Kessler frappa à la porte du bureau de Juliette, entra, la referma derrière elle et s'assit sur la chaise en face du bureau sans dire un mot pendant près d'1 minute. Juliette savait attendre. 6 années de silence lui avaient appris que parfois, la meilleure chose qu'elle pouvait offrir à quelqu'un était l'espace nécessaire pour trouver sa première phrase. « Ma mère s'est assise exactement là où vous êtes assise », dit finalement Diana d'une voix calme, même si ses yeux ne l'étaient pas, rougis comme si elle avait pleuré avant de venir, et s'était essuyé les yeux à la hâte dans l'ascenseur. Pas à cet endroit, pas dans ce bureau, mais sur une chaise comme celle-ci, dans un bâtiment comme celui-ci, à minuit, en train de nettoyer les sols, de vider les poubelles, de récurer les toilettes, pour que le lendemain matin, j'aie de l'argent pour aller à l'école. Juliette posa son stylo. Elle avait 3 emplois, poursuivit Diana en regardant par la fenêtre où la pluie dessinait des lignes verticales sur les barreaux en verre. Nuit dans un immeuble de bureau de la 56e rue. Préparatrice culinaire le matin dans un petit restaurant près de Penn Station. Laveuse l'après-midi dans une laverie automatique à Hell's Kitchen. Elle dormait 4 heures par jour, parfois 3, parfois 2, pendant 12 ans pour que je puisse entrer à la faculté de droit, pour que je puisse m'asseoir à ce bureau. Diana désigna son propre bureau au bout du couloir. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'ai reçu l'offre de Steel Holdings, elle n'est pas venue à la cérémonie parce qu'elle était de service à la laverie et qu'elle ne pouvait pas prendre de congé. Je sais qu'elle a pleuré seule chez elle ce soir-là, car un voisin me l'a dit plus tard, mais elle ne m'en a jamais parlé. Est-elle toujours en vie? Demanda Juliette doucement. Diana secoua la tête. Il y a 5 ans d'un cancer du poumon. Elle n'avait jamais fumé, mais 30 ans passés à respirer des produits chimiques de nettoyage dans des pièces fermées ont eu le même effet. Le silence entre les 2 femmes était plus lourd que la pluie dehors, mais il n'était pas froid. Il était chaleureux, comme seuls ceux qui ont emprunté le même chemin sombre peuvent le ressentir lorsqu'ils se reconnaissent. « Elle a vécu assez longtemps pour voir ton succès, » dit Juliette. « Oui. » Diana acquiesça, mais elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir un petit enfant. « Je n'ai pas d'enfant, Juliette. J'ai essayé pendant des années, mais elle s'interrompit, déglutit, et Juliette vit le menton de Diana trembler légèrement. Un geste que la plus brillante et avocate principale de Steel Holdings n'aurait jamais laissé personne d'autre voir. Mon corps ne m'a pas laissé faire. Diana, dit doucement Juliette. La semaine dernière, j'ai rencontré une assistante sociale, dit Diana, la voix désormais véritablement tremblante, incapable de le cacher. Il y a une petite fille de 8 ans qui a perdu ses 2 parents dans l'incendie d'un appartement dans le Bronx le mois dernier. Elle est en famille d'accueil et a besoin d'une famille. Et je n'arrête pas de penser à ce que ma mère dirait si elle était encore en vie. Et je sais exactement ce qu'elle dirait. Elle dirait, « Diana, je t'ai élevée seule en cumulant 3 emplois. Tu peux élever un enfant avec amour. » Juliette se leva, contourna le bureau et enlaça Diana Kessler, la femme la plus froide et la plus acerbe du 45e étage. Diana la serra à son tour dans ses bras, agrippant le dos de Juliette, comme une personne en train de se noyer s'accroche à une bouée de sauvetage. Et elles restèrent ainsi dans la petite pièce au bout du couloir, tandis que la pluie tombait d'averse sur Manhattan. 2 femmes avaient appris la même leçon de vie par des chemins différents. « Ta mère serait fière, » murmura Juliette. « Fais-le, Diana. L'enfant a besoin de toi. » Cet après-midi-là, vers 18 heures, alors que la plupart des employés étaient rentrés chez eux et que le 45e étage était presque vide, le téléphone de Juliette vibra. Elle regarda l'écran et sourit instantanément. Le genre de sourire que personne à Sterling Tower n'avait jamais vu sur son visage. Large, chaleureux,
sans réserve, le sourire d'une grande sœur. Elle sortit dans le couloir pour prendre l'appel, sans se rendre compte que le bureau de Joaquin n'était qu'à 3 portes de là et que sa porte était ouverte. « Salut, petite !» dit-elle d'une voix si douce que si quelqu'un à Sterling Tower l'avait entendue sans la voir, il n'aurait pas cru que c'était la même femme qui avait affronté Joaquin Steele et appuyé sur Inhaler sans ciller. « Je sais. Ne t'inquiète pas. Je mange correctement. » Oui, c'est un mensonge. Mais mentir par amour fait moins mal que la vérité. Tu as pensé à prendre tes compléments alimentaires? Qu'a dit le médecin à propos des résultats de ce mois-ci? Bien. C'est super. Je suis très fier de toi. Tu le sais bien. Je suis toujours fier de toi. Elle rit doucement à une remarque de Theo à l'autre bout du fil. Oui, je te promets de passer ce week-end. Je te préparerai les pâtes que tu aimes. Oui, celles aux truffes que maman faisait. Je me souviens de la recette. Je me souviens de tout. Sa voix s'est affaiblie sur la dernière phrase et elle a tourné son visage vers le mur, une main pressée contre son œil. Parce que parfois, se souvenir de tout n'était pas un cadeau, mais un fardeau. Je t'aime, mon enfant. Étudie bien. Elle a mis fin à l'appel, a pris une longue inspiration, s'est frotté le visage, a remis son sourire en place comme si elle remettait un masque, puis elle se retourna et se figea. Joaquin Steele se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, à moins de 10 pas d'elle, un dossier à la main, en route pour une réunion, et elle comprit instantanément, à sa posture et à son regard, qu'il avait tout entendu. Pas tout, mais suffisamment. Il se faisait face dans le couloir vide, à 18 heures du soir. Les derniers rayons du soleil traversaient les fenêtres orientées à l'ouest, projetant une longue bande de lumière sur le sol en marbre entre eux, et Joaquin parla d'une voix qu'elle reconnut immédiatement. La même voix qu'il avait utilisée dans le bureau sombre cette nuit-là, lorsqu'elle lui avait parlé de Theo. Ni froide, ni menaçante, juste plate et creuse, comme une pièce dont on aurait retiré tous les meubles. Il ne sait rien, n'est-ce pas, à propos de tout cela, à propos du travail de concierge, à propos de cet immeuble, à propos de ce que vous avez fait. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, et c'était exact. C'est vrai, dit Juliette, et vous garderez ce secret. Les mots sortiront de sa bouche avant qu'elle n'ait pu réfléchir, et ils l'entendirent tous les deux. Ils le comprirent tous les deux. Elle l'avait appelé « vous », pas « Monsieur Steele », pas « Monsieur », mais « vous ». Un petit mot qui changeait la distance entre eux plus que n'importe quel contrat de 200 millions de dollars n'aurait pu le faire. Joaquin ne la corrigea pas. Il ne lui rappela pas la manière correcte de s'adresser à lui. Il se contenta d'acquiescer lentement d'un signe de tête, puis enjamba la bande de lumière du soleil sur le sol, passa devant elle et se dirigea vers la salle de conférence. Mais alors qu'il passait, Juliette perçut une odeur de café noir, de bois de santal et de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose qui resta avec elle toute cette nuit-là et pendant de nombreuses nuits après. Et elle sut qu'un simple mot avait changé quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Les 3 mois passèrent plus vite que Juliette ne l'avait prévu. Ou peut-être que le temps passe toujours plus vite quand on est occupé à vivre plutôt qu'à simplement survivre. Et un vendredi matin de début décembre, alors que Manhattan était recouverte d'un mince voile de brume hivernale, la salle de conférence principale au dernier étage de la Sterling Tower semblait complètement différente de celle de la nuit où 12 interprètes avaient échoué et où un concierge avait franchi les portes en chaîne. Aujourd'hui, les portes étaient grandes ouvertes. La table était recouverte d'une nappe blanche, des bouteilles de champagne étaient alignées sur des plateaux en argent, et les personnes assises autour de la table n'avaient plus le front couvert de sueur ni le regard désespéré. Elles riaient. Elles se serraient la main. Elles levaient leur verre, car l'accord avec Hayashi était conclu. 200 millions de dollars avaient été officiellement signés et Steele Holdings venait d'entrer dans la plus grande phase de son histoire. Sur l'écran géant, Hayashi Kenji était assis à Tokyo, vêtu d'un costume gris clair, avec ses 2 assistants à ses côtés. Mais aujourd'hui, il souriait du début à la fin. Et lorsqu'il prit la parole, la salle se tut. Non par crainte, comme cela avait été le cas cette nuit-là, mais par respect. Il dit qu'il souhaitait faire une annonce. Que le groupe Hayashi avait décidé d'étendre le projet non seulement à Atlantic City, mais à toute la côte est des États-Unis, de Boston à Miami, et qu'il souhaitait offrir à Mademoiselle Ashford le poste de directrice de la communication pour l'ensemble du programme de partenariat. Juliette se tenait dans un coin de la pièce, un verre de champagne à la main qu'elle n'avait pas encore touché, et elle sentait tous les regards tournés vers elle. Mais cette fois, ce n'était pas comme cette nuit-là. Il n'y avait ni mépris, ni doute,
seulement de la reconnaissance, et elle dut réprimer ses émotions pour garder son visage impassible, car c'était la première fois en 6 ans qu'elle se tenait dans cette pièce sans balai à la main. Mais la cérémonie n'était pas seulement pour elle. Diana se leva et invita Mabel, Franklin, Nina et 8 autres participants au programme de talent à entrer dans la salle de réunion. Alors qu'ils franchissaient les portes en chaîne, Juliette vit les mains de Mabel trembler, vit Franklin se tenir plus droit qu'elle ne l'avait jamais vu dans le service logistique. Elle vit Na porter le plus beau chemisier qu'elle possédait et lisser constamment ses cheveux parce qu'elle ne savait pas où mettre ses mains. Franklin s'approcha de Juliette, tenant une petite plaque en bois qu'elle reconnut immédiatement comme étant faite à la main. Car Franklin était le genre d'homme qui faisait tout à la main et croyait que ce qui était fait de ses propres mains avait plus de valeur que tout ce qui pouvait s'acheter avec de l'argent. Sur la plaque étaient gravés les mots suivants. À Juliette Ashford, celle qui nous a appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans l'uniforme qu'elle porte, mais dans le cœur qu'elle porte en elle. Juliette prit la plaque à 2 mains, ses doigts colleux effleurant chaque lettre gravée, et elle ne pleura pas. Mais Diana vit son menton trembler et comprit. Waken se tenait à la tête de la table, observant en silence. Et lorsque tout le monde se fut installé, il prit la parole. Il annonça que Steel Holdings allait créer une fondation caritative pour venir en aide aux familles confrontées à des difficultés médicales, financée par les bénéfices du projet Ayashi, et que Juliette Ashford en serait la présidente. Juliette le regarda et il la regarda en retour. Et dans une pièce remplie de monde, ce regard s'attarda plus longtemps que nécessaire pour une annonce commerciale, mais personne ne le remarqua, sauf Diana, qui voyait toujours ce que les autres manquaient. Juliette dit qu'elle acceptait, mais à une condition, et Preston Hale, qui avait appris au cours des 3 derniers mois que chaque fois que Juliette Ashford prononçait le mot « condition », il valait mieux se taire et écouter, resta immobile sur sa chaise. Elle dit que la première famille soutenue par la fondation devait être la famille Benson. Raymond Cross demanda qui était Benson. Juliette répondit qu'il s'agissait d'un gardien de nuit âgé de 60 ans, qui travaillait ici depuis 7 ans sans avoir pris un seul jour de congé. Et à ce moment-là, il vendait la seule voiture qu'il possédait, vendait la bague de mariage de sa défunte épouse, empruntait à des usuriers dans la rue pour payer l'opération de sa petite fille, une fillette de 5 ans atteinte d'une malformation cardiaque congénitale, et personne dans l'immeuble ne le savait parce que personne ne lui avait posé la question. Un silence s'ensuivit, le genre de silence que Juliette connaissait bien, le silence des gens qui venaient de se rendre compte qu'ils n'avaient pas vu quelqu'un qui souffrait. Waken donna son accord sans réunion, sans vote, sans avoir besoin du consentement de quiconque. À l'écran, Hayashi Kenji a retiré ses lunettes, et lorsqu'il a pris la parole, sa voix avait changé. Elle n'était plus celle d'un investisseur, mais celle d'un homme qui avait vécu plus de 60 ans et n'avait pas oublié d'où il venait. Il a dit à Mademoiselle Ashford qu'il voulait partager quelque chose, que lorsqu'il l'avait vue pour la première fois ce soir-là, vêtue d'un uniforme de concierge et parlant un japonais parfait, elle lui avait rappelé sa mère, une mathématicienne vraiment brillante qui pouvait résoudre des équations différentielles dans sa tête plus vite que d'autres, pouvait additionner et soustraire. Mais après la guerre, lorsque sa famille a tout perdu, elle est devenue couturière pour élever ses 4 enfants, assise devant une machine à coudre du matin au soir pendant 20 ans, sans jamais se plaindre. Elle lui a appris que l'intelligence et la dignité pouvaient se cacher dans des endroits où personne ne s'y attendait. Et en voyant Juliette ce soir-là, il sut qu'elle avait raison. Juliette sourit à l'écran et le remercia, lui disant que cela comptait plus pour elle qu'il ne le pensait. Après que tout le monde fut parti, après que Mabel eut emporté la dernière part de gâteau pour son petit-fils, après que Franklin eut serré la main de Juliette si longtemps qu'elle dut lui tapoter le dos pour qu'il la lâche, après que Diana lui eut fait un clin d'œil depuis le bout du couloir et eut disparu dans l'ascenseur, nous nous sommes approchés de Juliette, plus près que d'habitude, assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur familière du café noir et du bois de santal. Et il a parlé très doucement, pour qu'eux seuls puissent l'entendre, disant que la famille Caruso avait été réglée. 4 mots, sans explication, sans détail. Et Juliette ne posa pas de questions, car elle vivait dans son monde depuis assez longtemps pour savoir que régler dans le vocabulaire de Waken Steel n'avait pas le même sens que dans celui de tout le monde, et elle se rendit compte qu'elle n'avait pas peur de cela. Elle n'était pas dégoûtée. Elle ne jugeait pas, et c'était précisément cette absence de jugement qui la maintenait éveillée à 3 heures du matin dans son studio de Rennes, se demandant à quel point 6 années passées dans l'ombre du syndicat de l'acier l'avaient changée, et si la partie d'elle-même qu'elle avait perdue
était celle dont elle avait besoin pour survivre. 2 semaines après la cérémonie de signature, un mardi après-midi ordinaire, comme tous les autres mardis, le téléphone de Julia vibra alors qu'elle était assise dans son bureau et en train d'examiner les plans de port que Hayashi lui avait envoyés, et le nom de Théo s'afficha à l'écran. Mais cette fois-ci, la voix de son frère n'était pas celle d'un enfant demandant à sa sœur si elle viendrait le week-end pour lui préparer des pâtes. C'était la voix d'un étudiant en médecine en accéléré, debout dans le service de pédiatrie de l'hôpital de l'Université de New York. Confronté à un cas qu'il ne pouvait pas gérer seul, il lui dit qu'il avait besoin d'elle à l'hôpital immédiatement, parlant rapidement et sèchement, d'une voix monocorde, comme le font les gens lorsqu'ils se trouvent face à un enfant effrayé et qu'ils ne veulent pas l'effrayer davantage. Il lui dit qu'il y avait une patiente pédiatrique, une fillette de 6 ans, japonaise, dont la famille venait d'arriver aux États-Unis 2 semaines plus tôt. Les parents ne parlaient pas anglais. L'enfant avait une forte fièvre et présentait des symptômes qui, selon lui, indiquaient une réaction allergique grave, mais il ne pouvait pas le confirmer car il ne comprenait pas ce qu'il disait. L'équipe d'interprètes de l'hôpital ne comptait personne parlant japonais ce jour-là. Puis il fit une pause d'1 seconde et dit qu'il se souvenait que quelqu'un lui avait dit que sa sœur parlait japonais. Juliette serra le téléphone plus fort et lui demanda qui lui avait dit cela. Il répondit que Diana Kessler avait appelé l'hôpital la semaine précédente pour demander Juliette. Elle avait parlé au service pédiatrique et, lorsqu'elle avait appris qu'il était le frère de Julia, elle lui avait parlé du nouveau travail de Julia et il avait dit qu'il avait beaucoup de questions à poser. Mais ce n'était pas le moment. Il avait besoin d'elle là-bas, car la petite fille était terrifiée et il ne pouvait pas lui dire que tout allait bien se passer. Juliette lui demanda où il se trouvait et il répondit au service pédiatrique, au 7e étage. Elle lui dit qu'elle serait là dans 20 minutes. Juliette arriva à l'hôpital NYU en 18 minutes, après avoir couru depuis le métro à travers 4 pâtés de maison. Et lorsqu'elle entra dans le service pédiatrique du 7e étage, ses cheveux s'étaient détachés de leur barrette. Son manteau pendait d'une épaule et elle vit Théo debout devant la chambre 12, plus grand qu'elle ne se souvenait, plus mince qu'elle ne se souvenait, sa blouse blanche un peu trop large aux épaules. Et les yeux avec lesquels il la regardait alors qu'elle descendait le couloir étaient les yeux du garçon de 5 ans allongé dans un lit d'hôpital il y a des années, désormais sur le visage d'un homme de 21 ans qui essayait de sauver quelqu'un d'autre. Elle entra dans la chambre et vit la petite fille allongée sur le lit, le visage rouge de fièvre, les yeux écarquillés, fixant le plafond comme s'il s'agissait d'un monde complètement étranger. Ses parents étaient assis de chaque côté, la mère serrant la main de sa fille, le père debout, impuissant, parlant en japonais que personne dans la pièce ne comprenait. Et Julia reconnut immédiatement l'expression sur leur visage. Elle avait elle-même porté cette expression pendant 3 ans, l'expression des parents qui regardent leur enfant souffrir sans pouvoir rien faire. Elle salua doucement en japonais, s'agenouillant à côté du lit de l'enfant, se présentant et expliquant à la fillette qu'elle était venue l'aider. Le soulagement sur le visage de la mère était quelque chose dont Juliette se souviendrait toute sa vie, comme voir quelqu'un respirer à nouveau après avoir été saoulé. Au cours des 40 minutes qui suivirent, elle fit l'interprète entre la famille et l'équipe médicale, posant des questions sur les antécédents d'allergie, sur ce que l'enfant avait mangé, sur les médicaments qu'elle prenait, et grâce aux informations transmises par Juliette, Théo a confirmé que la fillette faisait une réaction allergique à un antibiotique qui lui avait été prescrit sans que l'on connaisse ses antécédents, et il a immédiatement alerté le médecin traitant afin qu'il modifie le protocole de traitement. Lorsque la fièvre de l'enfant a commencé à baisser et qu'elle s'est endormie dans les bras de sa mère, lorsque le père s'est incliné et a dit « merci » à Juliette d'une voix étranglée, Juliette est sortie dans le couloir et a vu Théo qui l'attendait, le dos contre le mur, les mains dans les poches de son manteau. Et le regard qu'il lui lançait n'était pas celui d'un résident reconnaissant d'avoir reçu de l'aide. C'était le regard d'un petit frère réalisant qu'il ne savait pas qui était sa sœur. Il dit oui langue, non pas comme une question, d'une voix basse, et dit que Diana le lui avait dit. Juliette s'appuya contre le mur opposé, tous deux se faisant face dans le couloir de pédiatrie qui se vidait lentement sous les lumières fluorescentes de fin d'après-midi. Il dit qu'il voulait savoir, la voix tremblante pour la première fois depuis qu'il était ce garçon de 15 ans qui attendait son opération, qu'il voulait tout savoir. La Colombie, oui langue, pourquoi elle ne lui avait jamais rien dit. Juliette ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, et elle lui raconta. Elle lui parla de la Colombie, des amphithéâtres remplis de 300 étudiants, des professeurs qui la qualifiaient de meilleure élève de sa classe,
de la nuit où elle avait reçu sa lettre d'admission au programme de recherche universitaire et où elle avait dansé dans son petit appartement de Morningside Heights jusqu'à ce que les voisins viennent frapper au mur. Elle lui a parlé de l'appel de l'hôpital, du médecin qui avait prononcé les mots « tumeur » et « maligne » dans la même phrase, du fait qu'elle était restée assise sur le sol de la salle de bain du dortoir à pleurer pendant 3 heures avant de se lever, se laver le visage et commencer à tout vendre. Elle lui a parlé de la demande de congé qu'elle a déposée le lendemain matin, de la façon dont son conseiller l'a regardée comme si elle jetait un diamant, des 3 années passées assise à côté de son lit, pendant que la chimiothérapie coulait dans son corps et que l'argent s'écoulait de son compte plus vite que l'eau. Elle lui a raconté sa première nuit, à 23 heures, où elle a poussé un chariot de nettoyage dans les couloirs de la Sterling Tower, vêtue d'un uniforme gris et de chaussures en caoutchouc, se disant que ce n'était que temporaire, jusqu'à ce que le temporaire devienne 6 ans et que les 6 ans deviennent une vie. Il a dit qu'elle avait tout fait pour lui, non pas comme une question, mais comme une vérité. Il venait d'avaler la pilule la plus amère de sa vie et des larmes ont coulé de ses yeux, non pas en sanglotant, mais simplement parce que son corps ne pouvait plus les retenir. Elle coulait sur les joues creuses d'un étudiant en médecine de 21 ans, debout dans le couloir d'un hôpital où il avait juré de consacrer sa vie à sauver les autres. Il réalisait maintenant que la personne qui l'avait sauvé en premier, qui l'avait sauvé le plus, qui l'avait sauvé à un prix qu'il ne pouvait imaginer, était la femme qui se tenait devant lui, avec ses mains calleuses et ses yeux gris-verts qui étaient secs parce qu'elle avait versé toutes ses larmes depuis longtemps. Il l'appela sœur et lui dit qu'il passerait toute sa vie à se montrer digne de ce qu'elle avait sacrifié. Juliette s'avança, posa ses 2 mains sur les épaules de son frère, le regarda dans les yeux qui étaient exactement comme ceux de leur mère, et lui dit d'une voix aussi ferme que possible à ce moment-là qu'il était déjà digne, qu'il l'avait toujours été. Dès le premier jour où il était allongé dans ce lit d'hôpital, la regardant avec ses yeux et lui disant qu'il était désolé de lui avoir fait souffrir. Il avait été digne de plus que tout ce qu'elle avait jamais fait. Théo la serra dans ses bras et Juliette le serra à son tour. Ils restèrent ainsi dans le couloir de l'hôpital pédiatrique de l'Université de New York, tandis que les infirmières passaient et détournaient leur regard, car tout le monde savait qu'il y avait des moments dans un hôpital plus sacrés que n'importe quelle opération chirurgicale, et celui-ci en faisait partie. Ce soir-là, Juliette retourna à la Sterling Tower, non pas pour le travail, mais parce qu'elle avait besoin d'un endroit où s'asseoir après avoir tenu Théo dans le couloir de l'hôpital et sentit tous les murs qu'elle avait construits pendant 6 ans s'effondrer en un seul après-midi. Et le seul endroit qui lui vint à l'esprit était la salle de conférence principale au dernier étage, la pièce où tout avait commencé. Elle n'alluma pas les lumières. Elle franchit la porte en chaîne encore ouverte, entra dans l'obscurité et se tint exactement à l'endroit où, 3 mois plus tôt, elle se tenait avec un chariot de nettoyage, une serpillière, un vaporisateur, un uniforme gris délavé, des semelles en caoutchouc usées et un secret de 6 ans sur les lèvres. Elle se tenait maintenant au même endroit, vêtue d'un manteau de laine noire, les cheveux détachés, les yeux gris-verts regardant Manhattan à travers la baie vitrée qui allait du sol au plafond. La ville s'illuminait en contrebas comme un univers miniature. Des millions de fenêtres, des millions d'histoires, des millions de personnes vivant des vies que personne d'autre ne voit jamais. Elle entendit des pas avant de se retourner, mais elle ne se retourna pas car elle les reconnut. La lumière et même les pas du seul homme qu'elle connaissait capable de se déplacer presque sans bruit, malgré sa taille supérieure d'une tête à la sienne. Joaquin se tenait à côté d'elle près de la baie vitrée, ni trop près, ni trop loin. Exactement la distance qu'ils avaient inconsciemment établie entre eux au cours des 3 derniers mois. Assez près pour sentir la présence de l'autre, assez loin pour qu'aucun des deux n'ait à reconnaître quoi que ce soit. Le silence s'étira longuement. Manhattan scintillait en contrebas, puis Joaquin parla, d'une voix plus basse que d'habitude, si basse qu'elle se fondait presque dans l'obscurité environnante. Il dit que sa mère s'appelait Margaret. Juliette ne se retourna pas. Elle resta immobile, les yeux fixés devant elle à l'écoute, car 6 années d'invisibilité lui avaient appris que lorsqu'une personne commence à raconter ce qu'elle n'a jamais dit à personne auparavant, la meilleure chose à faire est de rester immobile et de laisser les mots sortir. Joaquin dit qu'elle enseignait le piano et Juliette entendit sa voix changer. Ce n'était plus la voix d'un directeur général. Ce n'était plus la voix d'un patron, mais celle d'un enfant se souvenant d'un morceau de musique qui avait cessé de jouer depuis longtemps. Il dit qu'avant de rencontrer son père,
Elle enseignait le piano dans un petit studio à Brooklyn Heights. Elle jouait Chopin comme si Chopin avait composé pour elle seule. Les élèves faisaient la queue pour apprendre avec elle. Puis elle a rencontré son père lors d'un concert de charité. Et son père était doué. Doué pour faire croire aux gens que l'obscurité pouvait aussi être une sorte de lumière si on la regardait sous le bon angle. Nous avons fait une pause, ses doigts dérivant à nouveau vers la poche de son gilet. Vers la montre de poche en argent que Juliette l'avait vue toucher dans le bureau sombre cette nuit-là. Il a dit que lorsqu'elle a réalisé dans quel monde elle était entrée, il était déjà trop tard. Elle n'a plus jamais joué du piano. Son père ne le lui a jamais interdit. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement transformé sa vie, petit à petit, en une cage sans barreaux. Le genre de cage où la victime ne sait même pas qu'elle est piégée jusqu'à ce qu'elle essaie de s'envoler et se rende compte que ses ailes ont oublié comment faire. Juliette ferma les yeux. Margaret, dans l'histoire de Wynne, n'était pas une inconnue. Juliette l'a reconnue en Mabel, fuyant un mari violent. En Nena, abandonnant sa carrière pour sa famille, une femme parlant 8 langues qui a passé 6 ans sans parler. Joaquin a dit qu'elle était morte quand il avait 19 ans, de maladie, mais il avait toujours cru qu'elle n'était pas morte de maladie. Elle était morte parce qu'elle avait arrêté de jouer de la musique. Silence. Manhattan brillait toujours. L'obscurité était épaisse dans la salle de conférence. Puis Joaquin se tourna vers elle pour la première fois depuis son entrée. Et dans la ville, la lumière se reflétait à travers la vitre. Ses yeux n'étaient pas d'un noir insondable comme d'habitude. Il y avait quelque chose de profond en eux, comme une bougie au bout d'un tunnel, si petite qu'elle pouvait s'éteindre à tout moment. Il dit qu'elle lui rappelait sa mère, lentement, chaque mot portant le poids d'une confession, et cela l'effrayait plus que tous les ennemis qu'il avait jamais affrontés. Juliette se tourna pour le regarder. Dans l'obscurité, le visage de Wynne Steele n'était pas celui d'un patron, ni celui d'un directeur général, ni celui d'un homme capable de faire trembler toute la côte Est d'un simple coup de téléphone. C'était le visage d'un fils de 19 ans, toujours debout à côté du lit de sa mère, écoutant encore le piano s'éteindre, tenant toujours la montre de poche en argent qu'elle avait laissée derrière elle et se demandant qui il était devenu depuis ce jour-là. Juliette ne dit rien. Elle tendit simplement la main, lentement, doucement, et posa sa main sur celle de son fils, posée contre la vitre. Sa main était petite dans la sienne, ses doigts cueilleux touchant les jointures qui avaient signé des ordres dont elle ne voulait pas connaître les détails. Et il ne se retira pas. Pas de baiser, pas de déclaration, pas de promesse, juste 2 mains qui se touchaient dans l'obscurité de la salle de conférence du dernier étage de la Sterling Tower, Manhattan brillant en dessous comme 1 million de bougies. Ils restèrent là assez longtemps pour que les lumières de la ville se déplacent sur le sol. Et tous deux savaient que tout venait de changer tranquillement, sans drame, silencieusement et avec certitude, comme l'aube qui arrive, sans y être invité mais inévitable. Et une fois qu'il arrive, l'obscurité n'a plus nulle part où rester. 2 ans après la nuit où 2 mains se sont touchées dans l'obscurité de la salle de conférence de la Sterling Tower, Juliette Ashford se tenait sur la scène d'un auditorium à Philadelphie devant 300 personnes, non pas vêtues d'un uniforme gris délavé, tenant un balai et un nettoyant pour vitres, mais vêtues d'un blazer bleu foncé que Diana l'avait aidé à choisir et de chaussures en cuir auxquelles elle n'était toujours pas habituée, car ses pieds se souvenaient plus clairement des semelles en caoutchouc usées. Et lorsque les projecteurs de la scène l'éblouirent, elle se souvint des lumières fluorescentes à 3 heures du matin dans les couloirs de la Sterling Tower. Les lumières que, 6 ans plus tôt, elle seule et son chariot de nettoyage avaient traversées. La fondation caritative qu'elle présidait avait aidé plus de 200 familles en 2 ans. La petite fille de M. Benson avait subi une opération chirurgicale réussie et était désormais en première année. Le programme de découverte des talents s'était étendu à 17 autres entreprises de la côte Est. Mabel dirigeait désormais les opérations culinaires de l'ensemble du système immobilier de Steele Holdings, avec des menus salués par les magazines gastronomiques new-yorkais. Franklin avait restructuré la logistique, permettant à l'entreprise d'économiser plus de 2 millions de dollars par an. Et Nena dirigeait l'équipe de conception architecturale intérieure du projet Hayashi à Atlantic City. Mais Juliette n'a pas énuméré ses chiffres sur scène. Elle a raconté une histoire, celle d'une femme de ménage poussant un chariot de nettoyage à minuit et chuchotant accidentellement en japonais à travers une porte entrouverte. Quand elle eut terminé, une femme au 5e rang leva la main, les cheveux argentés, âgée d'environ 55 ans, la voix légèrement tremblante, et demanda directement à Juliette si elle n'était pas en colère,
Si 6 années passées à nettoyer des bureaux et à être invisible alors qu'elle parlait 8 langues et avait un diplôme de l'Université de Columbie ne lui semblaient pas être un gâchis. Juliette a regardé la femme et a vu la véritable question dans ses yeux, non pas à propos de Juliette, mais à propos d'elle-même, à propos des années où elle s'était sentie ignorée. Et Juliette répondit qu'elle n'avait rien gaspillé, qu'elle avait passé 6 ans à apprendre l'humilité, l'endurance et ce qui comptait vraiment dans la vie. Que chaque nuit passée à pousser un chariot de nettoyage dans les couloirs en marbre lui avait appris que sa valeur ne résidait pas dans les vêtements qu'elle portait ou dans le titre inscrit sur une plaque de porte, mais dans la façon dont elle traitait les gens et dans les choix qu'elle était prête à tout sacrifier pour faire. Et si elle regrettait quelque chose, c'était seulement d'avoir mis trop de temps à retrouver sa voix, même si elle avait peut-être besoin de toutes ces années de silence pour avoir quelque chose d'intéressant à dire lorsqu'elle s'exprimerait enfin. Après la conférence, une jeune femme d'environ 22 ans, avec une queue de cheval, un t-shirt froissé et un sac à dos en toile sur l'épaule, s'est approchée timidement et a dit qu'elle s'appelait Phoebe, qu'elle étudiait de l'éducation, mais qu'elle travaillait dans une laverie le jour pour payer ses frais de scolarité et qu'elle se sentait souvent invisible, comme si son travail effaçait sa valeur. S'est approchée timidement et a dit qu'elle s'appelait Phoebe, qu'elle étudiait l'éducation, mais qu'elle travaillait dans une laverie automatique pendant la journée pour payer ses frais de scolarité et qu'elle se sentait souvent invisible, comme si son travail effaçait sa valeur. Juliette a pris la main de Phoebe, l'a tenue fermement, l'a regardée dans les yeux et s'est vue 7 ans plus tôt, épuisée, seule, les mains gercées par les produits chimiques, les yeux rougis par le manque de sommeil, mais refusant d'abandonner. Elle dit à Phoebe qu'il n'y avait pas de travail sans valeur, seulement une société qui n'avait pas reconnu la valeur de chaque travail. Qu'ironiser des vêtements le jour et étudier la nuit ne diminuait en rien sa valeur, mais prouvait qu'elle en avait plus que quiconque n'avait jamais dû se battre pour faire des études. Et elle lui dit de ne jamais l'oublier. Phoebe pleura, la remercia et s'éloigna. Et Juliette la regarda disparaître par les portes de l'auditorium, pensant que c'était la véritable raison pour laquelle elle avait pris la parole ce soir-là, non pas pour sauver un contrat de 200 millions de dollars, mais pour qu'un jour une fille nommée Phoebe sache qu'elle n'était pas invisible. Dans l'avion qui la ramenait à New York ce soir-là, Julia était assise près du hublot et regardait les nuages blancs en dessous lorsque son téléphone vibra, signalant un message de Joaquin qui lui demandait si elle voulait coordonner l'expansion de Hayashi en Europe, à Londres, Paris, Berlin. Elle sourit et répondit oui, mais précisa qu'elle aurait besoin d'une équipe, car elle connaissait des personnes très compétentes qui attendaient encore une opportunité. Sa réponse fut immédiate. Il lui dit d'embaucher qui elle voulait, suivi une seconde plus tard d'un autre message sans rapport avec le travail, ni avec Hayashi, ni avec l'Europe, ni avec l'argent. Juste 4 mots que Joaquin Steele aurait préféré se mordre la langue plutôt que d'écrire 2 ans plus tôt, lui demandant de lui envoyer un message lorsqu'elle serait rentrée chez elle. Juliette regarda ces 4 mots et sourit. Ce n'était pas le sourire d'une directrice de la communication, ni celui d'une présidente de fondation, ni celui d'une diplômée de Columbia parlant 8 langues, mais celui de quelqu'un qui avait traversé 6 années de ténèbres et qui avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment. Non pas parce qu'elle traduisait des contrats ou sauvait des accords, mais parce qu'il avait regardé dans ses yeux gris-vert que personne n'avait pris la peine de regarder pendant 6 ans, et y avait vu quelque chose qui l'effrayait plus que n'importe quel ennemi, quelque chose appelé l'espoir. Le lendemain matin, alors que Juliette marchait dans le couloir du 45e étage de la Sterling Tower, elle vit un jeune homme poussant un chariot de nettoyage, vêtu d'un uniforme gris, de nouvelles semelles en caoutchouc, légèrement voûtées à cause des corps de nuit auxquels il n'était pas habitué. Elle s'arrêta, le salua par son nom, lui demanda comment allait son travail, lui dit de venir la voir à tout moment s'il avait besoin de quoi que ce soit, et sourit en continuant son chemin, sachant que dans quelques mois, elle lui poserait des questions sur son passé, ses rêves, les compétences qu'il cachait derrière son uniforme gris. Car la leçon la plus importante de sa vie lui avait été enseignée pendant 6 ans, alors qu'elle poussait un chariot dans des couloirs où personne ne la voyait. Derrière chaque personne apparemment invisible se cache une histoire qui attend d'être découverte. La valeur d'une personne ne réside jamais dans l'uniforme qu'elle porte ou la chaise sur laquelle elle est assise, mais dans son cœur et dans la façon dont elle choisit de traiter le monde. Parfois, le plus courageux n'est pas de crier dans une foule, mais de murmurer au bon moment, quand personne ne s'attend à ce que vous preniez la parole. Et que parfois, juste parfois,
Une phrase murmurée en japonais par un concierge à travers une porte entrouverte peut tout changer. Et je veux dire tout. C'est l'histoire de Juliet Ashford, la concierge polyglotte de la Sterling Tower. Et maintenant, je veux entendre votre histoire. Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? Vous êtes-vous déjà senti invisible? Connaissez-vous quelqu'un qui mène une vie qui ne reflète pas qui il est vraiment? Partagez vos commentaires avec moi. Je lis tous les commentaires et je veux sincèrement entendre ce que vous avez sur le cœur, car chaque histoire mérite d'être racontée et chaque personne mérite d'être vue. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir chaque jour d'autres histoires comme celle-ci. Je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.